Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée donc à la mise en place de Zimbra. Zimbra qui est un serveur de messagerie avec des fonctionnalités de travail collaboratif. La version open source comprend donc la fonction principale qui est serveur de messagerie, la possibilité de mettre en place des calendriers partagés, des carnets d'adresses, des partages de fichiers, la mise en place d'un gestionnaire de tâches, d'un wiki éventuellement et de la messagerie instantanée. Alors, pour pouvoir le faire, donc, il va falloir vérifier sur quel système on peut l'installer. Donc, au niveau du site officiel, l'ensemble des systèmes d'exploitation possibles pour la mise en place de ce dernier sont renseignés donc, au niveau de ce site officiel. Nous, on va le mettre en place sous Ubuntu Windows.04 LTS, donc en version serveur, qu'on peut télécharger depuis le site officiel d'Ubuntu, l'onglet Download, Get Ubuntu Server, et puis manuel serveur installation et alternative version, c'est-à-dire ici que vous pouvez le télécharger. Donc nous allons créer notre machine, donc fichier, nouvelle machine virtuelle, suivant, je veux installer le système d'exploitation après. Bien sûr, il ne faut pas le mettre pour l'instant pour éviter que VMware automatise le choix de la langue, du clavier, etc. Donc on veut faire les choses manuellement, pas à pas. Next, le système c'est Linux, Ubuntu 64 bits. La machine s'appellera mail. Suivant, on va lui mettre 60 Go de disque dur dynamiquement alloué. Et finish. On va aller dans les settings de cette dernière, dans les paramètres de la machine. Si vous avez la possibilité d'augmenter la RAM à 8 Go, ça serait pas mal, ce qui est renseigné dans la documentation de Zimbra. Et puis on va insérer l'ISO fraîchement téléchargé depuis le site officiel. La carte par défaut elle est en NAT, on ne touche pas, je parle de la carte réseau, et on démarre l'installation du système. Alors on aura besoin d'un contrôleur de domaine qui fait autorité sur le domaine de notre exemple stadiumcompany.com. Le DC donc, que vous pouvez mettre en place à l'aide d'autres vidéos présentes dans la playlist système. Sur ce contrôleur de domaine, au niveau de la console DNS, on va créer les enregistrements nécessaires. L'enregistrement A, qui va faire correspondre donc l'adresse IP de notre future machine à son FQDN, Fully Qualified Domain Name, le nom de machine complètement qualifié, donc ça va être mail.stadiumcompany.com, et l'enregistrement MX également. Donc le langage français, on va continuer sans la mise à jour, on fera la mise à jour un peu plus tard. Je remonte avec mes flèches de déplacement du clavier pour choisir la disposition. J'ouvre cette boîte à liste à l'aide de la touche espace pour choisir la disposition français. La variante se met par défaut. Je tabule à l'aide de la touche tabulation pour aller sur terminer. Donc par défaut, on a une carte ENS33 qui a obtenu une adresse IP automatiquement via le DHCP de VMware. Donc la raison c'est que notre carte elle est en NAT, Network Address Translation, et du fait qu'elle est en NAT, elle obtient une adresse IP de la part du DHCP qui se trouve au niveau des paramètres de VMware derrière la carte NAT. Donc le réseau ou le subnet ou le pool d'adresses, on appelle ça aussi l'étendue, se trouve dans le réseau 192.168.92. 192, 168, 192 qu'on voit ici. Terminé, on n'a pas de mandataire HTTP, donc pas de proxy dans le contexte. Très important de choisir le miroir sur le réseau. Ce qui est par défaut, on le prend. On n'encrypte pas les données donc, de notre disque dur. Donc je descends avec les flèches de déplacement sur terminé pour valider. J'accepte la proposition de partitionnement de disque faite par le système, terminé, et je valide par la touche ou le choix continuer. Nom d'utilisateur, je vais mettre user, ça c'est l'identifiant avec lequel on pourra ouvrir la session. Le nom de la machine, son hostname mail. Le nom complet d'utilisateur user également, donc le mot de passe
Je vais mettre un mot de passe simple pour mon cas. On n'est pas en production, donc ça va être azerty 1, 2, 3. Je tabule pour aller sur terminer. On n'installe pas de SSH, je descends tout simplement sur terminer et je valide la configuration ou le choix des paramètres proposés par le système. Et on attend que ça s'installe. Au même temps que ça se met en place, on va aller sur le contrôleur de domaine qu'on a préparé la fois passée. Ce contrôleur de domaine qui possède dans mon cas l'adresse IP qu'on va vérifier ensemble. Pour mon cas, l'adresse est 172.20.01. On est sur un mask/24, donc 3 x 255. Notre net ID, c'est le 172.20.0. On est sur la première machine. Et notre passerelle, on a utilisé la 254 qui correspond au paramètre ou à l'adresse IP attribuée à notre IPCOP. Et le serveur DNS, c'est la machine elle-même. Donc, on va aller sur la console DNS de cette machine. Travers le menu outils DNS pour vérifier qu'on a bien la zone de résolution directe stadiumcompany.com dans laquelle pour l'instant je vais enlever ces deux enregistrements. On a notre enregistrement A qui fait correspondre le nom de cette machine qui peut être différent pour vous à son adresse IP. Donc je jette un coup d'œil de l'autre côté. Pour l'instant, on peut donc enregistrer, plutôt ajouter un enregistrement A, donc A comme adresse, qui fera correspondre le nom mail, le nom de la future machine, mail.stadiumcompany, donc le FQDN, sachant que donc ça c'est le hostname et ça c'est le suffixe DNS de la machine, à sa future adresse IP 172.20.0.30. Comme ça, toutes les machines du domaine peuvent joindre cette machine. La machine mail en utilisant donc le FQDN mail.stadiumcompany.com. On n'a pas besoin de créer un enregistrement PTR pour la zone de résolution inversée. J'ajoute l'hôte et puis on va ajouter aussi l'enregistrement MX, c'est-à-dire la déclaration d'un nouveau serveur MX ou serveur de messagerie. Donc on va saisir le nom mail, pareil, et on va cliquer sur parcourir pour chercher, pour dérouler donc cette arborescence et pour aller chercher dans la zone stadiumcompany.com ou l'enregistrement A correspondant. Donc mail et on valide. Donc on est censé voir apparaître les deux enregistrements, l'enregistrement MX qui fait référence au hostname mail et l'enregistrement A qui fait correspondre le hostname mail à son adresse IP, sa future adresse IP 172.20.0.30. On peut vérifier la résolution de nom, donc que ce soit au niveau d'un client appartenant au domaine ou au niveau du serveur lui-même, en faisant un petit NSLOOKUP, commande permettant de vérifier la résolution de nom pour dire dis-moi qui est mail. Donc la machine nous dit mail.stadiumcompany se trouve sur l'adresse 172.20.0.30. Donc pareil pour éventuellement DC1 ou en fonction du nom de votre machine. Donc la DC1 c'est la 172.20.0.1. Je reviens de ce côté, on va faire qu'un seul la mise à jour pour aller plus vite un petit peu. On va abandonner les mises à jour et demander de rebooter la machine. Alors, dans notre contexte, la machine pour l'instant mail ne possède qu'une seule carte réseau. Quand elle va redémarrer, on va lui ajouter une deuxième carte réseau pour la brancher dans notre réseau local, c'est-à-dire dans notre LAN Stadium Company. Et on va lui attribuer donc cette deuxième carte une adresse IP statique. Donc j'attends que ça redémarre.
Donc la finalité de cette pratique, donc, c'est la mise en place de notre serveur de messagerie, l'envoi, la réception de mails. On verra qu'on va créer des comptes. Après un certain moment, on peut importer plutôt les utilisateurs présents dans notre Active Directory pour éviter de les créer manuellement, mettre en place, donc, comme je l'ai dit au départ, donc la messagerie instantanée. On peut le coupler avec la téléphonie éventuellement, avec astérisque, ou avec d'autres utilitaires. Le système termine son installation ou l'abandon de la mise à jour. On va patienter un petit peu, il ne faut pas être brusque, le temps que ça redémarre. Ça nous demande d'éjecter l'ISO ou d'enlever donc l'ISO du lecteur CD-DVD. C'est ce qu'on va faire. On va dans les paramètres de la machine, lecteur CD-DVD, pour cocher ou décocher plutôt la case Connect at Power On. Je valide et on fait entrer. C'est spécifique à Ubuntu, ça évitera de réinstaller le système au redémarrage de la machine. Le système se charge. On se log avec le compte créé ou déclaré au moment de l'installation. Donc pour moi c'est AZERTY 1, 2, 3. Donc on voit il y a une quarantaine de paquets pour la mise à jour. On va passer en super utilisateur, en route. Non, pardon. AZERTY 1, 2, 3. Et je lance ma petite mise à jour, les bonnes manières. Donc apt update and apt mise à niveau, upgrade. Et on donne notre accord, notre yes, pour télécharger les paquets. En même temps, le temps que ça termine, je vais ajouter une deuxième carte réseau. Et cette deuxième carte, on va la brancher dans le LAN segment Stadium Company. Alors, je laisse la mise à jour se terminer ou terminer avant de valider l'ajout de la deuxième carte, pour ne pas perturber le fonctionnement du système. Bien. On ajoute la deuxième carte. La machine se met à jour avec cette deuxième carte. On vérifie à l'aide de ifconfig-a. Donc ifconfig, ça nous affiche uniquement les cartes configurées. On va vérifier toutes les cartes, qu'on a bien deux cartes. La première, pour mon cas, s'appelle 33 et la deuxième 38. Et c'est cette deuxième qu'on a branchée dans le LAN segment. LAN segment dans lequel se trouve aussi donc notre contrôleur de domaine. Alors, on va installer le paquet apt install ifupdown, histoire de pouvoir manipuler ou pour prendre en charge le fichier interfaces, ce qui n'est pas le cas par défaut. Et puis on va éditer le fichier interfaces pour configurer nos cartes. Donc vérifiez bien le nom de vos interfaces réseau avant de configurer. Donc ça peut être éventuellement 34 ou 37 au niveau de la deuxième carte au lieu de que ça soit 38 comme pour moi. Donc le fichier un petit nano /etc network
Interfaces, comme d'habitude, les 3 premières lettres et en tabule. Fichier vide dans lequel on va déclarer l'interface loopback. Auto LO, eFace LO, iNet loop back. Donc la première carte, la ENS33, on va la laisser en DHCP. Donc ça va être auto ENS33 eFace ENS33 iNet DHCP. On veut qu'elle obtienne une adresse IP automatiquement. Et auto ENS38 eFace ENS38 iNet statique. C'est un serveur, donc il doit avoir une adresse IP statique parce qu'il offre un service. Donc soit on la fixe directement ici, comme on peut faire éventuellement une réservation dans notre serveur DHCP. Alors l'adresse souhaitée c'est 172, on avait dit 030. On va déclarer le maximum de paramètres, notre netmask, notre network, qui peut être calculé par le système, mais on va le mettre, ça facilitera un petit peu la tâche au système. Notre broadcast, je fais le tour de tous les paramètres possibles, 172.20.0.255, bien sûr, on est dans le réseau 172.20.0. Donc l'adresse de broadcast c'est 255, on touche uniquement au dernier octet. On va renseigner l'adresse de notre serveur DNS à travers donc la ligne DNS name server. Donc 172.20.0.1 pour notre cas, qui correspond à l'adresse de notre contrôleur de domaine. Et puis DNS search pour définir notre domaine. Stadium company.com. Je fais une relecture rapide de mon fichier pour voir si j'ai pas fait d'erreur. CTRL X, yes. Et je reboot la machine tranquillement, comme on peut faire un if up, if down sur les interfaces ou service networking restart ou /etc /init.d /networking /restart. Bien, le système redémarre. On se log, donc user azerty pour mon cas 1, 2, 3. Il n'y a plus de mise à jour. Je vérifie ma configuration IP. Donc l'adresse obtenue automatiquement derrière le ENS33 et l'adresse statique derrière la ENS38. Avant d'aller plus loin, on va gérer le hostname de cette machine. Donc que ce soit dans le fichier hostname, donc un petit nano /etc hostname. Donc notre machine s'appellera mail stadiumcompany.com. On renseigne l'FQDN, le nom de machine complètement qualifié, Stadium Company. CTRL X, yes. Et pareil dans le fichier hosts. Dans le fichier hosts, on ne va pas utiliser les PV6, on va supprimer tout son contenu. Je peux l'effacer manuellement, comme on peut faire un petit écho. On n'écrit rien du tout dans le fichier /etc hosts. Je le réouvre pour renseigner le mappage, c'est-à-dire la correspondance entre la 0.30, le hostname mail et le FQDN mail stadiumcompany.com. Et je redémarre également ma machine. Je reviens sur le contrôleur de domaine
pour essayer de voir si les machines arrivent à se joindre. Donc il faut valider le contexte avant d'aller plus loin. AZERTY, pareil pour moi, 1, 2, 3. Donc j'ouvre ma console CMD et je tente un ping vers ma machine mail. Donc soit en utilisant l'adresse IP, ou du fait que notre contrôleur de domaine peut la résoudre, donc avec le nom aussi mail.stadiumcompany.com. Donc pareil, le ping passe entre les deux machines, que ce soit avec l'adresse IP ou le nom de domaine. Alors, sudo su. Je vérifie avant d'aller plus loin. Non, pardon. Le fichier contenant le résolveur de ma machine, donc le serveur DNS. Bien. Alors, on va changer le serveur DNS de la machine pour dire à notre machine, ton serveur DNS, dorénavant, c'est le 172.20.0.1 et tu vas travailler sur le domaine stadiumcompany.com. Bon. NSLOOKUP, mail, NSLOOKUP, DC1. Donc en réalité, notre machine arrive à contacter le DNS présent au niveau de DC1 et ce dernier lui répond avec la résolution de nom correspondante. Donc ça, c'est la première vidéo concernant la préparation du contexte. Au niveau de la suivante, on abordera la mise en place, l'installation et la configuration donc de Zimbra.